Bonjour, ou plutôt bonsoir, plutôt. Bonsoir. Bienvenue dans la nouveau live Twitch du jeudi soir. Aujourd'hui, je suis accompagné d'un invité un peu spécial. Est-ce que tu veux que je te laisse te présenter? Bah non, vas-y, présente-moi. Vas-y, comment tu me présenterais? Ok, alors, tu t'appelles Luca Scaltritti. Exact. Si je dis pas de conneries, je dis un peu avec un accent italien, je sais pas si... Il y a des racines italiennes. Ok, ouais, c'est pour ça. Et du coup, tu es journaliste et podcasteur. C'est ça. On est toujours bon. C'est ça. Très bien. Et tu as sorti, il y a 6 mois, un podcast qui s'appelle Objectif d'automne. Qui s'appelle Super Green Me. Qui s'appelle Super Green Me. Voilà, Ouais. il fallait bien une erreur à un moment. Et le Mais but, dans lequel j'ai mon objectif d'atteindre les 2 tonnes d'empreinte carbone. donc, Objectif d'automne, c'est pas du tout le titre. C'est pas du tout le titre. Ah, bah moi, j'étais vraiment appelé. Je crois que j'ai fait une story sur Instagram en disant le podcast Objectif d'automne. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Et du coup, le concept de ton podcast, c'était d'essayer de... Comment dire ça? De respecter l'accord de Paris. Ouais, bah en fait, du coup, d'atteindre en fait ces 2 tonnes d'empreinte carbone. Et pourquoi 2 tonnes du coup? Parce qu'en gros, si on veut arriver à la neutralité carbone en 2050, et donc limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, il faut qu'on soit à peu près tous qu'on ait à peu près tous une empreinte carbone de 2 tonnes d'équivalent CO2 par an. Ça, c'est l'accord de climat de Paris. Je sais pas c'est quoi le titre exact, mais c'était la COP 15 ou c'est la 21, ouais. C'est la COP 21, la COP 21 ouais. Ouais, en 2015 de Paris. C'est peut-être pour ça que j'ai confondu. Ouais. Et alors, on va commencer un peu par ça, justement, en mode, du coup, est-ce que tu vas ajouter des éléments à ta présentation? Parce que du coup, je t'ai présenté en tant que journaliste et podcasteur, mais... Tu m'as très bien présenté. Très bien présenté, parfait. Ouais. Bah, du coup, on va pouvoir parler justement de ce podcast, ou plutôt de cette série de podcasts, parce que tu as commencé il y a maintenant 6 mois. Ouais, même un peu plus. En fait, un peu plus. Ouais, ça c'est mi-janvier l'an dernier. Parce que, est-ce que du coup, tu as tout tourné? Est-ce que du coup, là, tu as fini ton objectif de Ouais, là, j'ai tout terminé. Et pourtant, tu n'as pas encore mis tous tes podcasts. Si. Tout est mis en ligne. Parfait. Même pas une petite... Rien pour m'aider, quoi. Non. Ok, parfait. Et du coup, tu as tout mis. Ouais. Et est-ce que tu veux nous raconter un peu, justement, ce début? Pourquoi tu as voulu te lancer dans cette série qui a l'air un peu invraisemble et en mode, est-ce que tu as réussi à respecter mais on ne nous dit pas maintenant, on va un peu garder justement le suspense jusqu'à la fin. Donc, raconte-nous un peu la genèse de ce projet. Le pourquoi je me suis lancé là-dedans. Ouais. Moi, il faut savoir qu'à la base, je suis pas du tout écolo. Vraiment, de base, je le suis. Ça m'a fait rire parce que ta description, c'est un pollueur repenti. Ouais, c'est ça. Du coup, tu étais un pollueur. J'étais un pollueur. J'étais vraiment un pollueur insouciant, voire même qui s'en foutait, en vrai. J'avais conscience vraiment, mais absolument rien. Évidemment, enfin, j'étais pas climato-sceptique non plus, tu vois, mais je savais qu'il y avait un réchauffement climatique, mais bon, c'est tout. Bon, tu faisais rien, quoi. Ouais, je faisais rien. Je m'en foutais. Et en fait, j'ai fait un premier podcast parce que je me faisais un peu chier pendant le premier confinement, et qui traitait des questions écologiques, pour le coup. Et c'est comme ça en fait que je suis rentré un peu là-dedans. Et pourquoi t'as voulu faire du coup un podcast alors que tu connaissais rien? Par opportunisme, en vrai. Non, mais vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je voulais en gros débunker des idées reçues qu'on pouvait avoir sur l'écologie. Et j'ai essayé en fait de chercher des réponses à mes questions que je n'ai pas trouvées. Donc je me suis dit en fait vas-y, ok, ça veut dire que personne n'a traité ce sujet vraiment. Et donc je vais me lancer. Est-ce que tu veux que je te raconte une petite anecdote avant de trop aller loin? Vas-y. L'année dernière, je cherchais justement un projet. À mettre en place et tout. Et ici à l'Académie, j'ai été formé justement à qu'est-ce que c'est l'empreinte carbone, de parler des différentes thématiques, transport, alimentation, etc. Et du coup de ce fameux objectif d'automne. C'est là j'ai posé toutes les questions, mais je savais à peu près, voilà. Et du coup, j'étais dans ma douche et j'ai réfléchi et je me suis dit, j'ai cherché un projet en dehors de mon taf et je me suis dit, mais c'est quoi? Est-ce que je ferais pas en mode à quoi ressemble le quotidien avec cet objectif de d'automne? Et je l'ai fait. J'ai commencé, vraiment, je voulais faire pas forcément des podcasts, moi, je voulais faire des vidéos. Et je commence à aller voir sur Internet et tout. Et je vois que monsieur avait déjà trouvé ce format. Et du coup, c'est comme ça que je t'ai rencontré. Donc, c'est comme ça que quand j'ai fait cette émission, j'ai tout de suite pensé à toi. Parce que, en fait, je t'ai suivi du coup, durant toute cette aventure. Et ça m'a trop intéressé. Et tu l'as fait bien mieux que ce que
ce que moi j'aurais fait. Pu aussi très non, bien non, faire, en vrai, tes podcasts sont très bien construits. Merci. Je te lance des fleurs, mais c'est la Merci, réalité. Ils sont très bien construits, ils sont très bien faits. Et je t'ai coupé, donc tu peux continuer. Non, mais pas de souci. Je sais plus ce qu'on disait. Mais... Non, en fait, du coup, donc j'ai eu cette idée de débunker en fait des idées reçues sur l'écologie pendant le confinement. J'en ai fait un premier podcast qui s'appelle Y'a le feu au lac, qui a été produit par Ouest France, le journal. Et en fait, si tu veux, à partir de là, j'ai commencé à mettre en fait mon nez dans les rapports du GIEC, à lire des études scientifiques, à suivre aussi beaucoup de scientifiques sur Twitter. Donc du coup, tu te crées une espèce de petite bulle. Et en fait, au fur et à mesure, ça commence à infuser en fait en moi. Et je commence à me dire, ah putain, mais en fait, peut-être qu'on a vraiment une incidence, nous, personnels, sur le réchauffement climatique, tu vois. Parce que du coup, avant, tu pensais que le citoyen individuel... Ouais, que c'était pas à nous, c'était aux Chinois, aux Américains, enfin, tu vois, ce genre de truc, c'est pas moi. C'est de responsabiliser un peu du problème. Ouais, complètement. Mais puis, parce que voilà, j'avais pas les ordres de grandeur en tête, vraiment pas, j'avais pas les enjeux, si tu veux. Et j'ai commencé, du coup, à avoir tout ça, et même si je me suis pas réveillé d'un coup, tu vois, un matin en me disant, ça y est, c'est bon, je suis écolo. Voilà, ça a infusé. Et j'ai vu justement ce chiffre de 2 tonnes. Je l'ai vu pas mal de fois. Ouais. C'est un chiffre qui ressort quand même beaucoup maintenant. Ouais, plus en plus. Qui ressort pas mal, tant mieux. D'ailleurs, il faut qu'il ressorte. Mais en fait, c'était extrêmement flou. Vraiment. Tu vois, je vois ce truc, il faudrait qu'on soit à 2 tonnes d'empreinte carbone en 2050 pour qu'on soit neutre en carbone. Mais ça veut dire quoi, 2 tonnes ? Franchement, c'est... Je pense excessivement fou, on sait pas. Beaucoup de gens ne savent pas encore comment on calcule justement. Effectivement, déjà tu sais pas comment on le calcule, tu sais pas ce que ça. Enfin, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup ? Ouais, c'est quoi l'empreinte carbone ? Je pense que moi j'aimerais savoir dans le chat combien de personnes connaissent littéralement l'empreinte carbone. Comment on le calcule ? Est-ce que vous l'avez déjà calculé ? C'est plein de questions que je vous pose et que vous allez me répondre, s'il vous plaît. Et alors ceux qui ne l'ont pas fait, vraiment je vous invite à le faire sur nosgestesclimat.fr, qui est un site de l'ADEME qui est très très bien fait. Nos gestes climat, j'y suis déjà allé. Et ça prend très très peu de temps, ça doit prendre 5-10 minutes pour le faire, et franchement c'est assez précis. Est-ce que du coup tu as commencé par ça toi ? Tu as commencé à vouloir savoir clairement c'est quoi ton empreinte carbone en fait ? Ouais, j'ai commencé par ça, et juste pour terminer du coup sur la genèse, en fait j'en ai parlé à ma copine, et je lui ai dit il y a ce truc 2 tonnes, machin et tout. En fait elle me dit mais en fait on sait pas ce que c'est, donc vas-y montre-moi. Et en fait du coup c'est elle qui a un peu lancé le projet en mode en fait vas-y montre-moi à quoi ça ressemble 2 tonnes. Et du coup voilà, du coup je me suis lancé ce défi Super Green Me, en référence à Super Size Me, un documentaire de 2004 où il y a un journaliste en fait américain qui s'était lancé le défi de manger McDo matin, midi et soir. Oui, j'ai vu, il est sur Netflix, il est resté sur Netflix à un moment. Ouais, je crois qu'il est sur Amazon en ce moment. Il change de plateforme. Attention, Amazon, mais bon. C'est mal. Mais donc voilà, et en fait, je me suis basé un peu là-dessus en mode défi. Et donc, je me suis donné 6 mois pour atteindre les 2 tonnes d'empreinte carbone. Ok, je pensais que c'était 1 an, donc tu vois, au final. Non, j'ai pas eu le courage de faire 1 an. T'as pas eu le courage de faire 1 an, ok, je comprends. Du coup, ça amène un peu à ma prochaine question. C'est quoi l'empreinte carbone ? L'empreinte carbone, en fait, c'est tous les gaz à effet de serre qu'on va émettre sur une année. CO2, mais pas que CO2. C'est pour ça qu'en fait on parle d'équivalent CO2. Donc ces 2 tonnes, en fait c'est pas 2 tonnes que de CO2, c'est 2 tonnes de tous les gaz à effet de serre, et pour que ce soit plus simple, on a tout mis sur la même métrique de CO2. Salut Stéphane Kaldan. Bienvenue dans l'émission. Je t'invite, Lucas, à te rapprocher un peu. T'es un peu au bord de l'écran, donc c'est dommage. Hop, voilà. Bonsoir. Du coup, tu as découvert ce que c'est l'empreinte carbone. Et c'est vrai que les gens comprennent pas forcément le petit E et Q à chaque fois. Ouais, c'est ça. En fait, se dire équivalent. Et donc, t'as le méthane, t'as l'azote. C'est ça. Et du coup, à partir de ce constat, tu as fait ton empreinte carbone. J'ai calculé mon empreinte carbone, Et alors, vas-y, la question qui fâche. Il est à combien cette empreinte carbone là ? Il faut savoir déjà que l'empreinte carbone moyenne d'un Français, c'est 10 tonnes. J'ai vu 9 tonnes. Avant c'était 11, maintenant 10, maintenant 9. C'est grosso modo 10. À titre de comparaison, si vous voulez savoir, un Américain, je crois que c'est entre 15 et 20. Et un Qatari, c'est 40, 45 tonnes. Ouais. Et un Chinois, c'est 6. Et un Chinois, c'est 6 ou 5, j'ai vu. Donc c'est beaucoup moins. Mais ça c'est très intéressant. L'empreinte carbone d'un pays, l'empreinte carbone individuelle. Ouais, parce qu'en fait, déjà, on va lire, il y a aussi un chiffre qui traîne de l'empreinte carbone de la France, c'est genre 6 tonnes, parce qu'en fait, ça exclut tout ce qu'on importe. C'est ça, c'est-à-dire que quand vous achetez un vêtement, vous achetez un jouet, mais qui vient pas de la France, il est pas comptabilisé. Quand t'achètes ça, tu vois, en fait, il est fait en Chine, et voilà. Et du coup, ça, c'est pas compté. Voilà, on donne l'empreinte carbone. Alors que non, en fait, c'est pour nous, donc on doit récupérer l'empreinte carbone. Et donc voilà, l'empreinte carbone c'est ça, et donc moi je l'ai calculé, et je vis à Paris,
j'ai pas de voiture, j'avais pas pris l'avion depuis avant le confinement. Enfin, donc je me disais en vrai, genre, ça va aller, je vais pas être trop mal. Normalement, t'es bien. Et en fait, douche froide, j'étais à 7 tonnes et demie. Tu t'attendais à combien? J'avais pas de truc précis, mais je me disais, tu vois, genre peut-être un 4-5. Enfin voilà, j'ai pas de bagnole, je prends pas l'avion, donc je me disais, franchement, ça va quoi. Normalement. Et en fait, pas du tout. Le 7 tonnes, du 7 coup, tonnes et demie, ce qui est bien avec l'empreinte carbone, c'est qu'en fait, vous allez prêt pouvoir cibler un peu vos plus grosses dépenses, entre guillemets, de CO2. Ouais, ça c'est super important. En fait, ça te permet de voir ce que tu pollues, mais qu'est-ce qui pollue chez toi en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, de pas faire une espèce de transition écologique au doigt mouillé, parce qu'en fait, il y a potentiellement des actions qui vont être très dures à mener au quotidien. Pour en fait un gain minimal, voire nul en termes de CO2. Je pense tout de suite, moi, à chaque fois au zéro déchet. J'ai pas voulu le dire, mais oui, évidemment. Je pense tout de suite à cette action qui prend beaucoup de place et tout. Ouais. Après, grosse précision quand même, c'est que là, on prend en compte que le CO2. On prend que le CO2 et donc c'est imparfait. C'est totalement parfait. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte d'autres critères comme la biodiversité, les déchets, la pollution dans les océans, voilà, c'est pas des critères qu'on prend en compte quand on parle d'une empreinte carbone, et ça c'est quand même très important pour moi de préciser. Ouais, c'est pas une empreinte écologique, c'est vraiment une empreinte carbone. Donc en gros là on est sur une responsabilité vis-à-vis du réchauffement climatique, mais c'est tout. C'est qu'est-ce que vous rejetez comme CO2 par an en fait. Ce qui en vrai est déjà pas mal. Ce qui est déjà énorme. Et je sais même pas si on peut calculer. Tu penses qu'on peut calculer l'empreinte écologique? C'est difficilement mesurable. Ouais, je pense que c'est très compliqué en vrai. Il y a pas en tout cas de calculateur à ma connaissance. En fait, je vois pas comment tu peux prendre en compte la pollution plastique que ouais, c'est compliqué. Enfin, tu vois, et puis t'as aussi, si t'as une grande baraque, enfin bon, c'est très compliqué. Oui, c'est ça. Après, c'est pas pour autant que du coup, être zéro déchet, c'est nul ou ça sert à rien. Non. C'est énorme pour plein de critères. Très très contraignant pour in fine quand même assez peu de. De résultats sur le CO2, sur ton empreinte carbone. Et du coup, toi, c'était quoi tes plus grosses émissions? Le plus gros pilier dans mon empreinte carbone, c'était la nourriture. C'était 2 tonnes et demie. Donc en fait, rien que la bouffe, c'était plus que mon objectif d'arriver. Tu n'avais pas forcément d'alimentation ou de régime spécifique comme végétarien, pescétarien, vegan? Moi j'aimais beaucoup la viande. Ouais, tu avais une consommation donc j'avais une sûrement excessive. Excessive. Non, elle était complètement excessive. De viande, enfin voilà, j'adore la viande, je suis un énorme viandard. Et je m'attendais pas effectivement à ce que ça soit si important dans mon empreinte carbone. Tu sais que là j'ai trop envie de savoir du coup après qu'est-ce qui a changé. Là on parle de tout, on parle de tout comment tu étais avant, et maintenant j'ai trop envie de voir qu'est-ce qui a changé et sur quelle action t'as mené pour changer ton empreinte carbone. Du coup la première action en fait c'est ça, c'était de réduire drastiquement, voire d'arrêter la viande, parce que c'est vrai qu'en fait quand on parle de viande on parle souvent moi en tout cas j'avais en tête la souffrance animale. Et donc pour moi le seul souci entre guillemets avec la viande c'était ça. Et tu mesures pas forcément en fait vraiment le gros problème climatique que ça représente. Et en fait les ruminants émettent beaucoup de méthane, ils rotent essentiellement, ils pètent un petit peu mais ils rotent beaucoup de méthane. Le méthane qui est un gaz à effet de serre qui est 30 fois plus puissant que le CO2. Et donc, qui reste un peu moins par contre. Qui reste un petit peu moins. C'est positif quand même, parce qu'il y a ce truc-là de si on n'émet plus de méthane, dans 40 ans, 50 ans, il y en aura beaucoup moins dans l'atmosphère. Complètement. À la différence du CO2 qui va lui rester pendant des centaines d'années. Absolument. Donc il y a quand même ce côté un peu positif. J'arrive à trouver un côté positif au méthane, mais qui reste du coup moins longtemps et qui du coup, même s'il a un impact beaucoup plus fort, il reste moins longtemps que le CO2. Après l'autre côté négatif, après en fait il y a vraiment le point méthane qui est très néfaste dans la viande, mais il y a aussi en fait l'alimentation de l'élevage, et c'est principalement issu de soja qui est importé d'Amérique du Sud et qui est planté grâce à la déforestation. Donc bon voilà. C'est ça. En fait, c'est vrai qu'on oublie souvent que pour nourrir les bêtes, mais même il y a un chiffre que j'ai lu dans Le Monde sans fin, que j'ai vu ta story, tu as lu celui de Jean Covici. La BD, je sais plus comment il s'appelle. Blin. Le dessinateur Blin. Et il y a un chiffre qui m'a marqué. Je sais pas vous si vous avez un chiffre qui vous a marqué si vous avez lu cette BD. Je crois que si je dis pas une bêtise, c'est le 60% de l'utilisation de nos terres agricoles sont destinées aux animaux, à l'élevage. J'ai plus le chiffre exact, mais c'est considérable. C'est un 70% facile. Donc oui, c'est un critère qu'il faut vraiment prendre en compte quand on parle d'alimentation et quand on mange de la viande. C'est pas que le méthane, il y a aussi la déforestation et tout, tous les autres trucs qui vont considérables. Donc voilà, en fait, ce que j'ai fait, première action, c'était de diminuer drastiquement la viande, parce que c'est ça qui pesait le plus dans mon empreinte carbone.
Je me suis quand même laissé, je m'étais dit une carte joker, on va dire, par mois, tu vois. Okay, histoire de pas craquer, parce que j'aime tellement la viande qu'en vrai, je me suis dit, sincèrement, c'est impossible. Là, tu passes de tout à rien, en fait. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de transition. Et donc, je me suis dit, histoire de me mouiller un petit peu la nuque, il faut que je me laisse une carte viande par mois. Parce qu'en fait, je vais rêver d'entrecôte la nuit, tu vois. Genre, et ça va te permettre de tenir, parce que tu sais que potentiellement, si t'arrives vraiment pas, t'auras ton joker. C'est ça. Ok. C'est ça. Et en fait, très bonne surprise, c'est que ça m'a pas manqué pendant les 6 mois. J'ai eu envie de viande une seule fois. Ok. Est-ce que t'as craqué? Bah ouais, du coup j'ai pris ma carte, tu vois, j'ai pris ma carte joker. Oui, c'est vrai, j'ai pris ma carte joker. Mais par contre, j'ai cramé toutes mes cartes joker sur les 6 mois. Okay. Mais il y en a qu'une qui m'a vraiment fait plaisir. Ouais. Toutes les autres, c'était par pression sociale. Ok, c'est intéressant. Et je m'y attendais pas du tout, mais en fait, il y a des fois où bah, t'as pas le choix. Tu vas en fait dans un resto, t'as pas checké la carte avant, et il y a aucune alternative VG. Ou t'es invité chez des gens, et t'en as marre d'être le relou de service. La classique. Ou tu les connais pas suffisamment pour en fait dire bon bah en fait non bah en fait vous vous êtes fait chier à cuisiner pour moi, mais bah en fait je mange pas de viande, donc bon bah là tu manges. Ouais. Et donc ta carte en fait elle saute, mais vraiment c'est beaucoup plus par pression sociale que par envie. Ouais, parfois, ok. Mais donc ultra bonne surprise. Ok, bah c'est positif. Ouais, parce qu'un viandard énorme comme moi peut se passer super facilement de viande, et ça c'est quand même très cool. Du coup là c'était, qu'on soit d'accord, c'était végétarisme, pas véganisme. Ouais, pas véganisme. Donc, non, par contre là c'était pas encore. J'allais quand même au lot. Il y avait une transition douce à faire quand même. Bah, surtout qu'en plus je vis en couple. Ok. Et pour toi, du coup, c'est une contrainte de changer d'alimentation? Alors pour moi, pas tant que ça, mais en vrai, c'est compliqué en fait pour le foyer. Parce que ça veut dire de faire les courses différemment, ça veut dire de s'alimenter différemment. Et la personne avec qui tu vis n'a pas nécessairement envie, en fait. Aussi, tu vois, si tu fais des transitions qui vont pas au même rythme, bah, je me voyais pas non plus lui imposer un régime vegan. Mais c'est intéressant, t'as été vraiment, je pense que un exemple pour plein de personnes qui ont fait aussi cette transition et qui se sont aussi retrouvées à avoir une pression sociale, à devoir prendre en compte la copine ou même la famille. Je dis Hugo Yo à toi, bienvenue dans cette émission. Du coup, on parle là justement de la transition qu'a vécu Lucas avec son podcast Super Green Me, et le fait que il a dû faire son empreinte carbone et ensuite réduire ses plus grosses ses plus grosses thématiques, mais plutôt ses gros points. Les plus gros piliers qui polluaient dans ma vie. C'est ça. Et du coup, tu as commencé par la viande. Ouais, j'ai commencé par la viande, donc voilà, j'ai fait ça. Ouais. J'ai très bien tenu à ma grande surprise. Okay. Parce qu'aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, il y a plein de trucs végés qui sont très très bons. Notamment aussi en fait, le gros handicap qu'on a, nous, c'est que la bouffe française, la gastronomie française, elle est très carnée. Ouais. Vraiment une culture. Tu vois, toutes les spécialités françaises, il y a de la viande, mais absolument partout. Par contre, quand tu fais un pas de côté, ne serait-ce qu'en Italie déjà, la bouffe italienne, beaucoup d'alternatives. Je confirme, je suis allé en Italie l'année dernière là. Mais c'est très simple. Il y a du végé partout. Après, pizza, pâtes et tout, je sais pas ce qu'il y a d'autres. J'ai sorti les 2 clichés alimentaires. Ouais, mais en vrai, c'est déjà quand même pas mal. Moi, ça m'a choqué à quel point qu'il y a que des restaurants de pizza presque. Ouais. Non mais c'est pas pour déconner, hein. On est allé à Milan et tout. Moi ça me dérange pas du tout. C'est ma passion dans la vie. Moi ça me va très bien les pâtes et les pizzas, mais Hugo Su qui nous dit je pourrais jamais arrêter la viande. Si je pense Hugo en vrai je pense. Essaye Hugo. Tu as devant toi quelqu'un qui a, ce qui paraît, consommé énormément de viande. En fait j'en mangeais littéralement genre tous les jours. Mais vraiment, c'est pas je suis pas marseillais en disant ça, j'en mangeais tous les jours. Pas tous les repas, mais tous les jours. OK. Et j'ai réussi, alors pas à m'en passer complètement, mais en vrai, tu peux facilement réduire drastiquement la viande. Viande rouge ou pas viande rouge? J'adorais la viande rouge. Enfin, j'adore. Il avait la totale pour lui en fait. Je mets de l'imparfait alors qu'en fait pas du tout. Il y a aussi ce truc qu'on dit ouais mais vous les écolos voilà machin, mais non, moi j'aime voyager et j'aime bouffer de la viande. Juste dites-vous que ça fait 10-15 ans que je suis végétarien, que j'ai passé aussi vegan et tout. Je pense que j'adore encore la viande. Oui, quand j'ai arrêté, moi, j'aimais beaucoup la viande. Donc, et j'étais le premier à dire je pourrais jamais arrêter la viande. En vrai, essayez, vous allez voir, faites-vous des tests. Je connais des potes qui ont essayé pendant un mois, qui ont essayé pendant une semaine. Et puis, t'essayes tes différents moyens d'action. Donc là, on a parlé de la viande, mais du coup, il y en a plein d'autres, justement. Ouais, donc en fait, moi, c'était la viande. Et après, attends, il faut que je me remémore ce qui polluait le plus chez moi. On a Hugo qui dit j'ai déjà essayé pour une copine végane, je n'ai pas arrivé. Alors, vegan, c'est plus difficile. Ouais, vegan, en vrai, c'est plus compliqué. Ouais, c'est plus compliqué. Vegan, c'est plus compliqué. Et là, ça demande vraiment...
Il y a, une gymnastique. Je pense que la transition commencer par végétarien, c'est. Ouais, c'est bien. C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà bien. Après, tu vois, je suis parti il y a pas longtemps en Angleterre là, en vacances. J'ai passé une semaine en Angleterre, notamment à Londres, et ils sont tellement en avance sur nous, c'est incroyable. Ah ouais, où en fait, ça fait très longtemps que je suis pas allé en Angleterre. Et pour le coup, en fait, c'est super simple. Si tu veux être vegan, c'est extrêmement facile parce que, déjà, c'est super bien indiqué sur tous les repas. T'as des pubs de trucs plant-based, de nourriture végétale. Dans la rue. Ouais, partout. Tu vois, dans le métro, sur les bus. Ça commence un peu en France, mais tu sens que. Mais on a, franchement, et du coup, comparé à ces pays anglo-saxons, j'ai l'impression qu'on a. Bon, bah voilà, tous les véganes allaient en Angleterre. Voilà, c'est Lucas qui vous le dit. Commencer avec l'Eurostar, évidemment. On prend l'Eurostar pour y aller. Ouais. Un banger veggie à conseiller? Est-ce qu'il dirait pas plutôt un burger? Ouais, burger. Non, un banger. Parce que je suis jeune, je connais ce mot. Banger, c'est un truc hyper stylé, non? Un banger veggie, c'est. Un truc stylé. En vrai, la bouffe indienne. La bouffe indienne. J'ai découvert. C'est incroyable. Les dalles de lentilles, mais c'est incroyable. J'ai découvert l'Indien, là. Ouais, c'est une folie. La cuisine indienne, mais c'est une folie. Incroyable. Moi, j'ai découvert, en fait, grâce aussi à Super Green Me, à l'expérience. Mais c'est incroyable. Et surtout qu'on allait à côté de Gare du Nord il y a 2 semaines manger dans un resto indien, mais c'est 100% veggie. Et nous, on est allé dans vraiment le resto cuisine indienne très classique, voilà. Ouais, et c'était 100% veggie. Ouais. En fait, je crois qu'en Inde, il y a vraiment énormément de population. Déjà, le bœuf est sacré. Ouais, donc déjà, il y a pas besoin il y a un peu de poulet et tout, mais tu peux manger veggie super facilement. Là, oui, qui nous dit je mange indien ce soir. Tu as raison, et je pense que je vais manger indien aussi ce soir. Et là, je suis en train de me donner une dalle. Ah ouais, j'ai tellement faim. Dites-vous qu'il est 18h25 là. Moi, j'ai pas mangé depuis, il commence à faire un peu de temps là, donc ce soir, c'est indien, je pense. Du coup, passons à nos sujets que la viande. Notre thématique. Il y avait, en gros, je vais les lister, après on ira dans le détail si tu veux. On aurait pu lister un peu. En fait, donc t'as, en gros, ce qui pollue, c'est dans nos empreintes carbone, mais à tous, moi, mais tout le monde, l'alimentation, les transports, l'habitation et les achats. Ouais, c'est voilà. Ça, c'est les 4 gros achats, piliers. c'est consommation. Ouais. C'est n'importe quoi. La mode tout ce que électronique. Voilà, exactement. Donc, sur moi, les transports, je prenais pas l'avion. Mais en fait, le défi, c'était pas d'arrêter l'avion, mais de me dire, je ne vais pas reprendre l'avion. Parce que, en fait, tu vois, là, moi, j'ai commencé le défi en novembre 2021. Donc ça sortait un peu du Covid, on pouvait quand même commencer à voyager en avion. Donc on pouvait commencer à voyager. Moi, ma copine avait envie de voyager. Ok, ça c'est là où ça commençait à être un peu plus compliqué. Et donc en vrai, sur les transports, ça a vraiment été ce truc de me dire il faut que je temporise et qu'on prenne pas l'avion. Temporise, ok. Enfin, tu vois, que j'essaie d'être dans la conciliation, etc. Donc de trouver d'autres, pas opportunités, mais d'autres façons de voyager aussi. Ouais, c'est ça. Ok. Et que ça donne autant envie, et ça des fois qui est plus dur. Ouais. Qui donne autant envie que d'aller des fois aux États-Unis ou en Asie, quoi. C'est ça. Ouais, parce qu'en fait, ça c'est compliqué. Et donc, effectivement, c'est sûr que il faut faire une croix sur le Brésil. T'as pas d'alternative au Brésil. Enfin, tu vois. Il y a des pays. Moi, je vais en Islande et j'ai vu le voyage pour aller en Islande en bateau, en train et tout. Faut passer par l'Écosse, faut prendre un bateau pendant 3 jours, t'as pas de croisière. Et alors, je crois que c'est ça. Il y a un podcast de Camille Etienne, Les Baladeurs, où en fait, je crois qu'elle raconte son trajet en voilier pour aller en Islande, je crois. C'est une galère. Moi, je vais l'écouter. Pas tant ça s'est mal passé. Ah, ok, d'accord, ça s'est mal passé, ouais. Vraiment, ça avait l'air très très compliqué. Ok, d'accord. Et surtout, il faut du temps. Et puis en plus, Camille, elle a l'air vraiment bouillante. Et c'est même elle. En je vais regarder, tu sais comment ça s'appelle? C'est Les Baladeurs. C'est produit par Les Others. Et l'épisode avec Camille est vraiment très très bien. C'est quoi? Du coup, lui, il fait aussi des podcasts. Ça, c'est un truc de témoignage. Le podcast Les Baladeurs, c'est de témoignages, d'aventures, et elle raconte ça. Ah, bah oui, Le calme avant la tempête. Oula. Le calme avant la tempête avec Camille Etienne. Je mets le lien. Et c'est très très bien. Ok. Donc voilà, moi les transports, c'était ça, et j'ai réussi à ne pas prendre l'avion et à faire des vacances sans avion avec ma copine. Tu le racontes justement dans un de tes podcasts. Ouais, c'est un des épisodes où en fait on va sur la côte basque. Ouais, c'est ça. On va à Biarritz, on y va en train. Et voilà, on a réussi, on a passé de très bonnes vacances. Et depuis la fin de l'expérience, on a recommencé. Donc là, on est allé en Angleterre, on est allé en Italie aussi, et tout en train, et ça se passe bien. Ouais, nous, l'Italie, on l'a fait avec ma copine l'année dernière en bus de nuit. Ouais. On n'avait pas anticipé la clim. Je sais pas si tu connais la clim dans les bus. Non.
je sais pas si vous avez appris aussi quel beau gosse Pablo Écolobar. On t'a déjà dit celle-là ou pas? On l'a jamais dit, mais parce que C'est la moustache? Ouais, je pense que c'est la moustache. J'ai tenté ça hier et je regrette de fou. Ah mince, bah la moustache, il faut la tenter, il faut l'assumer, c'est pas grave. Et après, pourquoi tu tentes ce genre de choses une journée avant d'être en live? J'ai pas réfléchi, je suis débile. Quels sont tes prochains voyages écolo prévus? C'est intéressant. Prévu rien. Ok. Parce que j'ai beaucoup de taf en ce moment, donc j'ai rien prévu du tout. Mais j'aimerais bien aller dans les Highlands, me faire Édimbourg et tout, donc monter dans le Royaume-Uni. Et l'Italie, parce qu'en fait il y a plein de trucs que j'adore. Je vous conseille vraiment, si vous n'avez pas forcément envie de prendre l'avion, que vous voulez voyager d'une façon un peu plus respectueuse de l'environnement, l'Italie c'est le banger. Ouais, pour vraiment, le coup, c'est facile d'accès. Facile. Le train un peu cher, donc faut s'y prendre un peu tôt. Ouais. Et le bus, du coup, je finis mon anecdote sur la clim du bus. C'était une belle clim, justement. En fait, la clim dans les bus, c'est du genre, c'est pire que je sais pas si t'as déjà pris le bateau pour aller en Corse ou si t'as déjà pris. Mais ils mettent la clim à fond. C'est horrible. Et ça, on s'est dit, plein mois d'août, on va en Italie, il fait hyper chaud, short, t-shirt. Tout les pulls, les vestes, t'attrapes la crève, mais du coup, j'ai pas pu dormir. Il faisait hyper froid, je suis allé voir le conducteur qui parlait pas bien français et je lui ai dit, j'étais comme ça. Je mourais de froid avec ma copine, on n'avait pas à dormir, c'était de l'enfer. Et j'ai bien senti qu'il a compris que là c'était pas possible. Parce que lui il est protégé en plus. Hein. Donc lui il fait pas du tout froid. Il est dans sa cabine. Il est dans sa petite cabine et tout, donc c'était horrible. Bref. Donc si vous prenez le bus pour aller en Italie, je vous conseille de prendre un bon pull. Voilà. Ok. On parlait du coup des différentes thématiques à prendre en compte dans l'empreinte carbone. Après, il y a le logement. Okay. Et ça aussi, moi, ça m'a fait mal. Je m'attendais pas du tout à ce que mon logement pollue autant. Et c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte. Mais moi, je vis dans un truc qui est très très mal isolé. Ouais. On est sur du simple vitrage. C'est un truc des années 70. Enfin voilà. Et qui en plus est chauffé au gaz. Donc voilà. En gros, c'est tous les pires trucs qui pouvaient faire. Enfin non, ça aurait pu être chauffé au fioul, mais bon. J'ai un petit jeu qui s'appelle le carbonomètre qu'on va faire en fin d'émission. Et il y a un équivalent chauffage au gaz, pour vous rendre compte. Chauffage gaz. Ouais, c'est énorme. Et vraiment... chauffage fuel. Et chauffage, c'est quoi, on prend électrique pendant un an. Du coup, c'est des petites cartes qui ressemblent à ça. Regardez, hop. Tac. Et du coup, le but, c'est de se rendre compte de la valeur et de l'émission de CO2 équivalent par an. Donc comme ça, tu compares entre en fait, un chauffage gaz pendant un an, un chauffage électrique pendant un an et un chauffage fuel. Tu penses que c'est lequel le pire? C'est le fuel. C'est le fuel, exactement. Ensuite, le gaz et après l'électrique. C'est ça. Et la différence est quand même assez énorme. Hein. Ah bah c'est considérable, ouais. C'est ça. Tu passes du chauffage fuel à 7009 CO2 équivalent pendant un an. Ensuite, avec le gaz, tu passes à 5005. Donc c'est des petites cartes comme ça qui expliquent. Et ensuite, avec le chauffage électrique, tu passes à 2009. Donc entre l'électrique et le fuel, t'as presque plus de 4000, 5000. Ouais, non, mais c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Donc pour toi, ça a été vraiment dans ton empreinte carbone. Et tu peux rien. En fait, le truc, c'est que moi, je suis locataire, donc en fait, je peux rien faire. Et... Parce que t'as essayé de contacter le proprio ou tu t'es vite rendu compte que tu pouvais rien faire? Ouais, si. En fait, on lui a demandé, mais en fait, elle a dit non, ça me coûte des thunes. J'ai pas envie d'investir, quoi. Ouais. Mais ce qui est normal, c'est qu'en fait, ça coûte super cher et donc, pas envie. Donc voilà, mais moi, pour te dire, c'était 1,5 tonne. Le logement, c'était 1,5 tonne par an. Donc en fait, c'est quasiment. Tu vois, c'est quasiment ton objectif de fin. Et donc, t'as 1,5 tonne qui est un peu. La douche froide, quand t'as dû voir ça. Ouais, en vrai, ça m'a vraiment fait prendre conscience de ça. Et justement de se dire, mais ouais, le gaz et l'isolation, c'est catastrophique. C'est pour ça que l'asso justement d'Anne Rénovation, ils en ont fait un enjeu majeur. Et je sais que même le gouvernement, l'isolation, c'est un des sujets très très importants qu'ils veulent mettre en avant. Même si j'ai l'impression que dans avec la réussite qu'on connaît. C'est ça, voilà, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup décrié, mais l'isolation, c'est quand même quelque chose qu'on parle très souvent maintenant, et on s'est bien rendu compte que l'échelle et à quel point ça pollue, c'est hyper important à prendre en compte. On a quand même des petits trolls, j'ai l'impression, sur le chat. De Didi 3392, t'as parlé de l'épisode avec moi, c'est le meilleur quand même. C'est vrai qu'il est pas mal. C'est lequel? Il est pas mal. C'est celui au bureau, où en fait je raconte que j'ai changé de taf.
Et que en fait j'ai justement parlé de ma transition avec mes collègues et que ça a infusé aussi chez eux. Tu vois, des gens pas écolo du tout, vous n'êtes pas écolo, mais ça a un peu marché. On a Smile11 qui dit: plusieurs ingénieurs ont développé des moteurs à eau. Pensez-vous que cette technologie a une chance de connaître une démocratisation accrue à long terme? Je n'en sais rien. Lucas, je te laisse répondre à cette question. Je ne peux pas répondre à cette question, mais je t'invite à aller te renseigner et à revenir nous voir dès que tu as une réponse à ta propre question. Parce qu'on n'est pas habilité, mais juste on ne sait pas en fait. Je ne sais pas. Moi, je n'ai aucune idée. Je ne sais pas. Mais c'est très intéressant, j'ai l'impression. Des moteurs à eau, j'ai jamais entendu cette... Quelle est l'empreinte carbone? On a Delazou. Quelle est l'empreinte carbone de cette magnifique moustache, ce Super Green Me? Quasiment rien. Quasiment rien. T'as écouté en CO2. C'est un petit truc électrique qui... Non, très très peu. Revenons à notre sujet, qui était du coup l'alimentation 2,2 tonnes, je crois que c'était 2,5. 2,5. Ouais. Logement 1,5. 1,5. Transport, j'étais pas énorme, j'étais à moins d'une tonne. Parce que tu prends pas l'avion. Parce que je prenais pas l'avion. Pas de voiture. J'avais pas de voiture, j'en prenais de temps en temps en voiture, en vacances ou quoi. Mais c'était assez peu. Mais bon, voilà, l'enjeu c'était de pas prendre l'avion et de limiter à mort la voiture. Et petite question, quand on fait son empreinte carbone, on a malheureusement un gros poids qui est le service public. Ouais. Est-ce que c'était ma question? Est-ce que tu l'as pris en compte? Je l'ai pris en compte. Je l'ai pris en compte. Effectivement, je l'ai pas dit parce qu'il y a effectivement ce 5e pilier où en fait on a, enfin, ça peut paraître bête, mais en fait quand tu vas à l'hôpital, quand tu roules sur une route, quand tu es dans l'académie du climat, en fait il faut construire tout ça. Il faut le chauffer et donc en fait ça c'est l'empreinte carbone de l'État, de tous nos services publics. Et donc on a tous ce handicap qui est, selon les calculs ça diffère un peu, mais entre en gros une tonne 4 et une tonne 7. Voilà, donc on dit à peu près une tonne 5. Et ça pour l'instant vous ne pouvez rien y faire. Voilà. On peut voter. Ouais, si, vous pouvez voter, vous pouvez manifester. On peut manifester. Vous pouvez signer les pétitions. Mais on peut pas faire grand chose effectivement. Après il y a un objectif de la part du gouvernement et de l'État de réduire son empreinte carbone des services publics. Si je dis pas de bêtises, d'ici 2050 il sera à 0,6. Ouais, enfin c'est à peu près 500 kilos, enfin c'est ça l'objectif. Donc vraiment de quand même de diminuer. Donc là à partir de là ce sera peut-être plus simple pour vous d'atteindre cet objectif de tonnes. Mais c'est vrai que moi à ta place je pense que j'aurais pas pris. Parce que si t'es obligé, mais c'est trop facile de dire je le prends pas. Mais tu pars avec 1,5 tonnes, donc t'as plus que 0,5 tonnes. Et là qu'est-ce que tu t'es dit quand tu t'es rendu compte de ça? Que j'y arriverais pas en fait. C'est déjà, tout simplement. En fait d'entrée de jeu, le truc est spoilé d'entrée de jeu où tu peux pas, c'est pas possible. C'est impossible. Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas le faire. Ou il faut pas essayer. Mais du coup, et c'est là qu'on va parler justement de. Alors. T'as essayé, du coup? T'as quand même essayé de réaliser cet exploit? J'ai fait 6 mois, j'ai tenté. Et alors, c'est quoi ça va être difficile d'aborder, t'as fait combien de podcasts en tout? T'as fait d'épisodes? Il y a 22 épisodes. C'est quand même beaucoup, donc je vous invite à aller voir les épisodes. On va pas parler de chaque épisode et tout. On va essayer de... Il est quelle heure? Il est à 18h36, on a plein de choses à se dire. On est à la bourre. On est tellement à la bourre. J'avais prévu un petit programme à 18h30, on aborde des sujets clivants, si j'ai envie de dire. Je vais mettre le lien de ton podcast. Et puis mieux vaut 5 tonnes que 10. Exactement. C'est vrai que chaque effort... Tout à fait. Bon, chaque tonne compte. Non, mais c'est vrai. En vrai, ça c'est important à dire. On entend parfois dire que c'est foutu, ça sert à rien, etc. C'est jamais foutu, en vrai. Et ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Dans le lot d'énormes mauvaises nouvelles qu'il y a, la bonne nouvelle, c'est que c'est jamais foutu, c'est jamais trop tard, et que chaque tonne compte. Et si on n'arrive pas à limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, il faut se battre pour le limiter à 2,1 ou à 2,2 ou à 2,3. Parce qu'en fait chaque dixième de degré de réchauffement en moins évité, c'est des canicules en moins, c'est des espèces sauvées, c'est des événements climatiques en moins, donc c'est assez considérable. Désolé, j'étais en train d'écrire et mettre ton Instagram. J'ai écouté d'une oreille, je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci. C'est pas parce que t'as un palier de 2 tonnes que c'est déjà pas quelque chose de très positif. Ouais, il faut réduire. Il faut réduire, on n'a pas le choix de toute façon. Et du coup, on va skipper un peu tes 6 mois. On va parler un peu quelle suite pour le projet Super Green Me, exactement, documentaire, livre, podcast. Et il y a même une question, est-ce que tu as des formats de vidéos prévus
J'ai l'impression que les gens qui sont là ont déjà un peu écouté les podcasts et ils en veulent plus, Lucas. Donc il faut leur en donner plus. Qu'est-ce que tu as à leur proposer? Là déjà pour faire... de me suivre sur Instagram. Qu'est-ce que j'ai à proposer de plus? Pas de sextape. Non, j'ai pas une sextape à proposer, je suis désolé. C'est pas pour ça, moustache? Non. Il y a des choses qui arrivent. Là, je suis en train d'écrire la saison 2 déjà du podcast. Je commence à l'écrire et à travailler dessus. En vrai, c'est assez long à faire, donc ça sortira pas demain ni la semaine prochaine. Ça t'a pris combien de temps à faire la saison 1? Il y a eu les 6 mois d'expérience et après, il y a eu pas mal de taf aussi derrière. Après, j'ai un peu tout décorrélé, mais en gros, il y a eu quasiment 1 an de travail en vrai. Sur toute la série en cumulé. T'as travaillé avec quelqu'un aussi pour le... Ouais, c'est Mathilde, c'est ma copine qui produit en fait qui a produit la saison 1 et qui m'a aidé. J'ai bossé aussi avec un illustrateur et un compositeur pour la musique originale. Mais bon, sinon j'étais quand même une toute petite équipe, mais ça reposait essentiellement sur moi. Est-ce que on n'a pas eu le temps de beaucoup parler. J'ai pas une question en tête. Est-ce que ta copine, elle t'a soutenu direct quand tu as parlé du projet? Ouais. Ok. Est-ce que tu penses que sans elle, tu n'aurais jamais réussi? Carrément. Si t'as quelqu'un en fait qui est réfractaire, qui te suit pas, qui t'aide pas, tu peux pas. C'est pas possible. Si tu vis en couple, ou du moins c'est très compliqué, il faut avoir une abnégation de taré. Mais si t'es pas soutenu, si t'es pas aidé, c'est impossible. Franchement. Et moi j'ai eu de la chance parce que effectivement ma copine m'a beaucoup soutenu, m'a beaucoup aidé d'entrée de jeu, mais aussi mes parents. Mes potes, donc j'ai eu vraiment une chance incroyable. Tu penses avoir eu une grande influence sur ton entourage? Demande Smile 11. Ouais. À quel niveau? En vrai, une très grosse influence que j'avais pas du tout mesurée, mais surtout espérée en fait. Pour moi, j'allais faire ma transition un peu dans mon coin. Et en vrai, j'ai eu une influence de fou sur mes proches. On en parlera peut-être un peu après, mais sur mes parents, ils ont pris conscience aussi, eux, de leur incidence sur le réchauffement climatique. Ils ont vraiment changé des trucs dans leur vie. Ils ont maintenant les enjeux en tête. On peut parler justement d'un de tes épisodes avec ton père qui t'appelle et qui te dit Lucas, on prend l'avion là et j'ai la boule au ventre. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cet épisode et justement le fait que tu sois devenu une sorte d'exemple qui les fait aussi culpabiliser, les fait se rendre compte de leur action? Tu peux changer ce que j'ai dit. Non, mais si, en vrai, t'as raison, j'étais mal à l'aise avec le terme culpabiliser, mais si, en vrai, ça l'a un peu fait culpabiliser. Et mon père, en fait, adore les États-Unis. C'est son rêve dans la vie, c'était d'aller voir les États-Unis. Et en fait, maintenant, il y va souvent. Il a travaillé toute sa vie pour pouvoir se payer ça. Et donc, maintenant, il y va, il se fait plaisir. Et il adore. Il y va très souvent. Et donc, et à chaque fois, il faut savoir qu'un aller-retour Paris-New York, c'est en gros 2 tonnes de CO2. Donc là, déjà... juste en un aller-retour Paris-New York, tu crames ton empreinte carbone. Ton empreinte carbone, ton budget carbone annuel, en fait, en gros. Et donc, avec le podcast, il a pris conscience de ça. Il savait évidemment qu'il polluait, mais il savait pas combien, il savait pas ce que ça représentait. Et là, il a vraiment compris ce que ça voulait dire. Et donc, effectivement, il s'est senti un petit peu mal. Parce que moi, quand j'ai écouté cet épisode, je le sentais vraiment mal. Il était sincèrement mal. Et moi, ça m'a énormément surpris parce que les États-Unis, c'est le rêve de sa vie, vraiment. Et alors, je lui ai pas gâché son rêve, faut pas en faire des caisses. Mais je l'ai fait vraiment questionner sur ce rêve. Ça m'intéresse justement, vous, est-ce que vous avez déjà vous avez déjà culpabilisé à cause d'une action que vous avez faite parce que vous avez entendu à la radio tous les sujets environnementaux qui arrivent, toutes les actions, toutes les conséquences qui commencent à apparaître. Et ça m'intéresse de savoir si vous avez justement un peu culpabilisé, si vous avez été dans le déni, comment vous avez réagi des fois à certaines annonces et si vous avez vous aussi autour de vous des proches qui commencent à mettre en place des actions, un peu comme Lucas avec son aventure. Est-ce que du coup vous avez changé grâce aussi aux gens qui vous entourent? Et du coup, c'est un peu le débat, on va pouvoir un peu aborder justement la deuxième partie sur le fait tu as créé ce projet, tu as quand même vraiment mis en place une aventure de respecter cet objectif de 2 tonnes, qui est on va pas se mentir, un objectif inatteignable dans notre société actuellement. En 2023, c'est pas possible. En 2023, c'est pas possible dans notre société actuelle. À part si tu peux aller vivre dans une grotte et manger des baies, mais bon... Je pense compliqué. Ouais, c'est chaud. Ouais. Moi, j'ai pas envie. J'ai réduit ma conso de poulet à cause de Super Green Me. Ouais, c'est vrai. Et je suis très fier de toi. Et ça me fait rire parce qu'il y a écrit « à cause ».
Et pas grâce. Donc on voit encore qu'il y a ce côté contrainte. Bah ouais, mais c'est une contrainte en fait. Mais du coup, voilà, on peut aborder. On peut aborder justement du coup ce côté de culpabilisation et du coup de ton père. Du coup, il est quand même y allé aux États-Unis, j'imagine. Ouais. Est-ce que du coup, vu qu'il y avait quand même ce rêve d'aller aux États-Unis, il adore y aller et tout, est-ce que du coup il y a d'autres actions qu'il a pu mettre en place? Ouais, il a réduit beaucoup la voiture au quotidien, ce qui est bien, ce qui est très très bien. Il a changé aussi, il avait une chaudière au fioul. Chez lui, il a mis une pompe à chaleur. Bon, alors il a pas isolé, mais bon, step by step aussi, on y va. On peut pas de toute façon tout faire. Moi, mon défi, il est imparfait dans le fait que j'ai voulu faire une transition extrême et express en 6 mois. Le but, c'est pas que ça dure 6 mois, le but, c'est que ça dure en fait ad vitam, jusqu'à la fin de nos jours. Donc il faut que ce soit durable et il faut que ce soit soutenable. Donc voilà, il faut aussi y aller tranquillement. Donc il a réduit la voiture, il a mis une pompe à chaleur et il réduit ses voyages aussi aux États-Unis. Voilà, il m'a dit, en fait, au lieu d'y aller 2 fois par an, peut-être 1 fois par an. Et rien que ça peut pas paraître énorme, tu vois, on va se dire mais putain, mais tu vois, c'est quoi cette espèce de caprice de riche et tout machin. En fait, c'est énorme. Enfin, c'est un geste qui est assez fort, tu vois. En connaissant le personnage, pour toi, c'est quand même. Tu sais que à quel point c'est important pour ton père, j'imagine, d'aller là-bas. Et moi, ça me semble vraiment pertinent ce truc-là, plutôt que de dire non, j'arrête complètement d'un coup, parce que justement, je pense que grâce à ça, il peut se déshabituer, il peut prendre du plaisir ailleurs, et la transition, elle va être durable. Et c'est ça qu'il faut. Enfin, faut vraiment qu'elle soit durable. Faut pas qu'il arrête, tu vois, d'un coup maintenant et qu'en fait, il ronge son frein, il en puisse plus et qu'en fait, dans 3 ans, il pète un câble et il y a eu 8 fois dans l'année. Et là, non, en fait. Est-ce que tu avais pensé à ça, justement, à cette conséquence? Non. Non, pas du tout. Je pensais pas avoir. Moi, je disais que j'étais pas du tout écolo à la base, mais pour le coup, mes proches ne le sont pas du tout non plus, en fait, si tu veux. Donc, je suis un peu genre le petit écolo de la famille. Donc, j'avais pas du tout anticipé l'effet positif que Super Green Me aurait sur mes proches. Et est-ce que du coup, le côté, on essaie de savoir si, c'est un peu le débat, la question, c'est est-ce que tu peux être écolo et du coup mettre en place des projets comme ça sans faire culpabiliser les gens? C'est la question que je te pose là maintenant. Est-ce que tu as réussi à pas faire culpabiliser les gens ou c'est impossible en fait? Je pense que c'est possible et je pense que j'ai quand même pas mal réussi. Alors effectivement, mon père, je dirais pas qu'il culpabilisait. Enfin, c'est quoi le message de cet épisode? Qu'est-ce que tu as voulu dire aux gens? Justement que en fait il faut se détendre sur l'écologie. Qu'en fait j'ai fait une marche, j'ai participé à une marche pour le climat. C'est aussi c'est dans le podcast, c'est des épisodes du podcast et où on se dit tous les gens qui participent à une marche pour le climat, ils sont écolos. Enfin, ça paraît quand même assez logique, tu vois. D'aller marcher pendant des heures alors et la première question que j'ai posée à tous les gens que j'ai rencontrés, j'aurais dit, est-ce que vous êtes écolo? Et c'est ouf, il n'y en a pas un qui m'a dit oui. Personne. Ils se sentaient pas du tout légitimes de dire écolo? Tout le monde disait, tu sais, mais je sais pas, je fais de mon mieux, mais machin. Non, en fait, frère, t'es écolo. Enfin, tu viens à une marche pour le climat, tu fais de ton mieux, et personne ne se dire qu'il est écolo parce qu'il est pas parfait. Sauf qu'en fait, spoiler, personne ne sera jamais parfait, c'est pas possible. Lucas a essayé de le faire. Tu as essayé de le faire. Et j'ai pas réussi. Enfin, voilà, on peut pas. Donc l'objectif de cet épisode, c'était de se dire, on sera pas parfait, détendons-nous, mais c'est pas grave. Il s'agit pas d'être parfait, il s'agit de faire de son mieux. Alors, toute proportion gardée évidemment, si juste faire de son mieux c'est d'éviter d'acheter une bouteille en plastique de temps en temps, ton mieux il est éclaté donc non, va falloir faire mieux, mais merci. Tu l'es à nos yeux, je le dis à voix haute pour tout le monde. Mais voilà, et donc non, je pense que voilà, ma démarche c'était vraiment de montrer qu'une écologie n'était pas forcément culpabilisante en tout cas. Qu'on n'est pas obligé d'être parfait, il n'y a pas cette injonction à la perfection, et ça c'est très important pour moi, et je pense que la manière dont j'ai abordé Super Green Me, je l'ai beaucoup réfléchi. On a l'impression que c'est juste un carnet de bord comme ça qu'on a enregistré, mais il y a beaucoup de réflexion derrière, et j'ai voulu le faire de la façon la moins culpabilisante possible, et le fait de l'incarner, de vivre le truc, de raconter, mais de raconter aussi en fait mes échecs, parce que je me plante en fait dans ces 6 mois. Le fait de raconter les difficultés aussi, de pointer les limites de l'action individuelle, je pense qu'en faisant ça, j'ai essayé de déculpabiliser les gens. Et est-ce que du coup, tu as changé ta manière de parler de l'écologie aux gens qui t'entourent ou... Je l'ai pas changé parce qu'en vrai, j'avais pas de manière
particulière. J'en parlais pas en fait parce que j'étais pas écolo, parce que enfin tu vois ça me parlait pas plus que ça. En revanche, je me suis forgé vraiment une façon d'en parler assez spécifique. Et que je veux très bienveillante. Comment ça? Est-ce que tu peux nous donner 2-3 petits tips à des écolos justement qui commencent à se former et qui savent pas forcément appréhender ce sujet avec leur entourage, ou ça part forcément des fois dans des débats mais infinis, ou c'est pas la bonne manière d'en parler? Est-ce que tu as 2-3 conseils justement à leur donner? En fait, il faut juste se souvenir d'où on part. Et moi, tu l'as dit tout à l'heure, je me qualifie comme un pollueur repenti. Donc, dans pollueur repenti, il y a pollueur. Donc, en fait, à la base, je suis un pollueur. Donc, je me vois pas non plus dire à des gens mais attends, t'as vu comme tu pollues et tout, c'est dégueulasse ce que tu fais. Mais non, en fait, t'étais pareil il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. Toujours se rappeler d'où on part. On a tous été des pollueurs, donc il faut comprendre les difficultés des personnes. Et il faut aussi prendre du recul sur les choses. Si une personne dans Paris, par exemple, se déplace en SUV, là, potentiellement, tu peux peut-être être un peu plus agressif. Pour toi, il y a quand même des critères... en fait, ouais, tout dépend de la situation. Tout dépend de la situation. Si tu vis à Paris, mais que tu te déplaces en caisse, ça, à mon sens, c'est une aberration. Okay. Et donc là, pour le coup, je vais te faire culpabiliser. Okay. Par contre, si tu habites en fait, dans une zone rurale, ou même pas forcément, genre l'exemple de ma mère, qui en parle dans le podcast aussi, elle habite en ville, mais dans une petite ville dans le sud de la France. Et pour aller taffer, en fait, elle n'a pas le choix de prendre la voiture. Donc, tu peux pas faire des généralités en disant faut arrêter de prendre la voiture. Non, faut arrêter de prendre la voiture quand tu as des alternatives. Ouais. Mais quand t'as pas d'alternative, malheureusement, continue à prendre la voiture. Mais par contre, c'est là qu'il y a les limites de l'action individuelle. Il faut mettre la pression sur les gens qui sont aux responsabilités et de leur dire j'ai envie de me passer de ma voiture. Ouais. Je ne peux pas aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas de piste cyclable, il n'y a pas des aides pour acheter des vélos, etc. etc. C'est là que l'importance de voter, de signer les pétitions, c'est là que du coup parce que là on parle beaucoup d'éco-gestes en fait, concrètement. Ouais. Là quand tu fais ton empreinte carbone, là, et tu as voulu baisser à tes 2 tonnes, c'était même que des éco-gestes. Il y a aussi du coup quand tu veux passer à une... pas étape supérieure, parce que je dirais pas que l'un est plus important. C'est complémentaire. Ouais. Et du coup, il y a ce côté-là. Ta mère, dans le podcast, c'était hyper intéressant parce qu'elle expliquait qu'elle avait essayé en plus de prendre les transports en commun. Ouais. En fait, elle a essayé en se disant vas-y, en fait, en vrai, ici, il y a des alternatives. Je peux essayer de prendre le train, machin. Et en fait, c'est l'enfer. C'est très mal pensé. Il y en a un toutes les heures ou toutes les 2 heures, beaucoup de retard, etc. C'est donc très quand très tu travailles avec un horaire précis tu peux pas, c'est pas possible. Ou en fait, tu risques de te faire virer en fait quasiment tous les matins. Ou tu joues un peu à la roulette russe, donc ouais, non, c'est complémentaire. Okay. C'est complémentaire. Et du coup, pour toi, il y a quand même besoin de culpabiliser des personnes. Celles pour le coup qui sont vraiment hors des clous. Okay. Je pense qu'effectivement, un petit peu de culpabilisation sur certains trucs, ça mange quand même pas de pain. Mais malgré tout, quand même, mon approche reste aussi de dire faut pas forcément culpabiliser, parce que tu vois, je disais un mec qui se déplace en bagnole ou en SUV dans Paris. Je dis ça parce que je rebondis sur ce que tu disais. Tu vois, en fait, s'il a pas aussi les enjeux en tête, c'est compliqué de le culpabiliser. Donc moi, ma première approche et mon conseil, c'est déjà de la pédagogie. Il faut commencer par de la pédagogie, d'expliquer les choses aux gens, de le faire calmement, parce que ils vont entendre, tu vois, des messages à la radio, sur BFM et tout, mais c'est souvent des débats, c'est souvent des invectives. Ça manque de formation en fait. Ça manque d'information. Voilà. Et donc en fait, t'as les clichés de dire les écolos, machin, ils nous font chier. Et donc par principe, t'es contre. Donc là, de prendre un peu le contre-pied. Et voilà, et de faire de la pédagogie calmement, d'expliquer. Et si une fois que la pédagogie a été faite et que la personne là pour le coup ne comprend pas, ne veut pas comprendre ou parce qu'au bout d'un moment, des fois c'est difficile. Si quelqu'un veut pas se former, il veut pas se former. Et en vrai, au-delà de la culpabilisation, en fait, juste faut passer à quelqu'un d'autre. On n'aura pas besoin que tout le monde soit, tu vois, que tout le monde n'agisse pas forcément à la même échelle. Tant pis. En fait, lui, on n'arrivera jamais à le convaincre, donc. C'est vrai que des fois, il faut lâcher prise. J'aime bien quand tu disais tout à l'heure sur le fait que mollo, on se calme, en mode. Il faut se détendre. Des fois, pas prise de tête, parce que le nombre de débats que j'ai eu sans fin, où juste la personne n'avait pas forcément. était un peu de mauvaise foi. Ouais, ça sert à rien en fait. Ça sert à rien de continuer. C'est vrai que des fois, juste abandonner la discussion et passer à autre chose. Et puis voilà. T'arriveras pas. En fait, un climato-sceptique ou un complotiste, tu vas pas, en faisant de la pédagogie, le faire complètement changer d'avis. Tu vois, il n'y a pas un mec qui va dire ah putain, mais en fait, si, t'as grave raison, le GIEC et tout, ils sont pas.
Non. Mais c'est vrai qu'après le GIEC, c'est quand même un des meilleurs arguments pour moi. Hein. Moi, le GIEC, je le ressors à chaque débat. Ouais, mais en même temps, tu vois, les gens savent pas forcément ce que c'est. Après avoir expliqué un peu, ouais. Faut quand même expliquer et tout. Et après, il y a quand même En vrai, ça serait presque une discussion un peu aussi, on pourrait en parler de comment se passe ces débats quand tu parles d'écologie avec quelqu'un qui a pas forcément envie, qui se rend pas forcément compte, qui est un peu dans le déni ou de la mauvaise foi. Ça finit toujours, en tout cas avec moi, c'est en mode, on n'a juste pas la même vision de la vie. Moi, c'est un peu comme ça que ça se passe, parce que je lui explique moi ma vision de la vie sur le fait de prendre en compte les critères écologiques, les enjeux environnementaux. Ouais. Tu parles du GIEC qui explique clairement des milliers de scientifiques dans le monde entier qui t'expliquent comment agir. Ils ont quand même sorti des dossiers qui expliquent les conséquences et qui expliquent ensuite les solutions pour répondre à ces conséquences. Donc atténuer et ensuite... c'est quoi le deuxième ? C'est atténuer et... il y a de l'adaptation. Adaptation, aussi, ouais. C'est ça, adaptation et atténuer. Et en fait, à la fin, ils sont juste, moi, je pense que les... Ah si, il y a quand même ce côté de les technologies vont nous sauver aussi. Non, il faut que les technologies nous aident. C'est ce que dit le dernier rapport du GIEC. En fait, non, pas le GIEC dit ça, dans le débat. Dans le débat. Le débat, c'est finalement, moi, je pense qu'il faut continuer à se développer pour que ensuite les technologies nous aident à surmonter cette épreuve, tu vois. Et non. Et malheureusement, ça marche pas aussi facilement. Qui le disent, ouais. Mais du coup, revenons un peu aussi au côté de la culpabilité et de la deuxième phase du débat, je dirais, c'est est-ce qu'on peut être écolo en prenant l'avion ? Je vois tout à l'heure qu'il y a de Stéphane Keldan qui dit « J'ai pris l'avion pour aller au Mexique ». Que j'ai vu le tas de CO2, j'avoue que j'ai un peu culpabilisé aussi. Par chance, il y a de quoi faire en bouffe vegan sur place. Il a compensé à sa manière son empreinte. Toi, tu penses que j'imagine qu'un jour tu vas peut-être reprendre l'avion ? Je sais pas. Tu sais pas encore ? Franchement, je sais pas. Si je peux m'en passer, je m'en passerai. Très volontiers. J'ai pas prévu de le reprendre, déjà. Ouais. Et il faut vraiment que ce soit un motif impératif. Ok. Pas de voyage, de loisir. Après, encore une fois, et c'est pour ça que ta question, elle est compliquée. Elle est très compliquée. Elle est clivante, elle est fait exprès. Ouais, elle est clivante, et au-delà de ça, elle est vraiment complexe. Parce que déjà, qu'est-ce qu'on met sous le terme écolo, machin, bref. Moi, j'essaie vraiment d'être pragmatique à chaque fois. Tu vois, je me dis que, pareil, je vis en couple, et donc mes décisions à moi, elles sont faites elles concernent vraiment le foyer. Bien sûr. Et donc il faut faire des compromis. Mais donc, j'ai pas envie de prendre l'avion, très sincèrement, et je pense que pour le coup, je me sentirais mal. Mais bon, voilà, si j'ai pas le choix, peut-être que je le reprendrai, mais c'est pas prévu. Après, pour répondre à ta question, est-ce qu'on peut être écolo en prenant l'avion ? Est-ce que tu te sentirais, on peut partir de toi, est-ce que toi tu te sentirais de prendre l'avion et de te définir après comme quelqu'un d'écolo qui fait attention ? Alors que tu sais qu'il y a 2 semaines, t'as mis 2 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. En fait, tout dépend pourquoi. Okay. En fait, tout dépend pourquoi. Tu vois, il y a, par exemple, Valérie Masson-Delmotte, qui est une scientifique incroyable française, qui est une paléoclimatologue. Qui fait des très bons threads sur Twitter. Tout à fait. Tout à fait. Maintenant, elle se lance sur LinkedIn, elle est trop mignonne. C'est vrai ? Ouais, faudrait que j'aille voir. Elle est incroyable. En vrai, elle est folle. Moi, elle m'inspire de fou. C'est vraiment des gens à suivre. Si vous elle est pédagogue et elle participe à la rédaction des rapports du GIEC. Si c'était pas suffisant déjà. Et donc voilà. Et elle, en fait, je sais plus où je l'ai entendu, elle disait ça, mais en fait, elle raconte qu'elle a pris l'avion il y a pas très longtemps pour justement écrire le rapport du GIEC. Ah, c'est hyper intéressant ça. Et en fait, elle s'est dit, ça vaut le coup en fait. Parce que certes, je vais balancer 2 tonnes dans l'atmosphère, mais en fait, en participant à la rédaction de ce rapport, en le diffusant ensuite mondialement, l'impact et l'investissement sera forcément rentable. L'équilibre, il est fait, tu veux. Donc voilà, il faut vraiment, je pense, avoir de bonnes raisons pour le faire, et il y a potentiellement des raisons qui peuvent être justifiables pour l'avion. Moi, j'ai voulu parler de ce sujet-là justement parce que j'ai vu une chronique de Hugo Clément qu'il a fait il y a quand même un peu plus de temps, un peu plus longtemps que ça. C'était avec Camille Etienne qui était venu justement sur France Inter, qui avait parlé d'écologie, qui avait parlé de plein de choses très intéressantes, et qui, après cette chronique, son compte Facebook a été un peu regardé par plein de gens, et ils ont vu qu'il y avait des photos de vacances d'elle justement il y a longtemps, c'était 4 ans à l'époque, et elle avait pris l'avion pour aller là-bas, et du coup c'était pour beaucoup de personnes une justification de dire que c'était hypocrite.
ce qu'elle disait. Si elle vient nous voir sur France Inter et qu'elle nous dit des choses, faites attention à votre empreinte carbone, il faut changer les choses et tout, et que par derrière, selon eux, elle partait en vacances en avion, pour elle, c'était totalement une hypocrisie. Et Hugo Clément avait fait justement une chronique qui poussait un peu plus loin la réflexion, qui disait que bah non, en fait, chaque effort est bon à prendre. En plus, c'était il y a 4 ans, donc c'était pas la même personne. Tu peux aussi changer, évoluer. Ce n'est pas parce que tu es parti en avion il y a 10 ans que ça doit te suivre toute ta vie et que tu ne peux plus te définir comme quelqu'un d'écolo. Mais il disait en mode, il y avait une comparaison qui pour moi était peut-être discutable sur le fait que si tu prends l'avion, mais c'est pas grave, tu fais tes zéro déchet, et bah en mode c'est pas grave, il y a quand même la bonne action à prendre qui est que tu fais du zéro déchet. Alors, moi c'est là où je ne suis pas d'accord avec Hugo Clément. C'est un peu là où je voulais un peu apporter le débat, c'est que, et c'est pour ça aussi que je t'ai invité, c'est pour parler des échelles de valeur. Ouais. Est-ce que tu veux expliquer un peu d'où l'importance mais en fait c'est ça. Il faut vraiment avoir ça en tête, il faut avoir les ordres de grandeur en tête, ça c'est absolument primordial. Tu vois, quelqu'un dans le chat qui disait je suis parti au Mexique mais il y a des options véganes sur place. Bah en fait il faut voir ce que tu vas émettre en prenant l'avion et ce que tu vas éviter comme émission en mangeant vegan. Et très clairement, alors sauf si tu pars 8 ans au Mexique, peut-être que sur 8 ans de bouffe vegan, tu vas effectivement rabaisser le ratio. Sauf qu'en fait, voilà, un vol transatlantique, on l'a dit, c'est 2 tonnes d'équivalent CO2. Et donc, de trouver une action qui va te permettre d'économiser 2 tonnes de CO2... C'est compliqué. Hein. C'est très compliqué, pour pas dire, enfin vraiment c'est impossible. Ou sauf si tu t'amusais à cramer du fuel dans la rue. Après son argument, son argument avec Hugo Clément, c'était vraiment de dire que chaque action est bonne à prendre. Vraiment, ne commencez pas à... Non, effectivement, chaque action est bonne à prendre, et comme je disais, il faut que cette transition elle soit progressive pour qu'elle soit durable, donc ça c'est très important. Mais par contre, de se nettoyer un peu sa conscience, j'ai envie de dire, en disant allez, je pars à New York, mais bon, par contre, là-bas, je mange pas de viande. Bon, alors, oui, c'est bien, mais à mon sens, le raisonnement, il est pas bon. Bah, en fait, c'est le problème de l'écologie. Pour moi, je l'appelle l'écologie des années 2000. J'appelle ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent écolo parce qu'ils éteignent la lumière avant d'aller du genre, en partant d'une pièce. Alors attends. Ils éteignent l'eau du robinet quand ils se brossent les dents. C'est des éco-gestes qui sont pour moi importants. Mais en fait, non. Éteindre la lumière, c'est un geste. Non. Pour moi, il faut éteindre. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je comprends parce que je ne suis pas d'accord. On va faire un petit jeu après. Non, mais franchement, enfin, là, alors ce n'est que mon avis, mais franchement, ces éco-gestes, comme tu dis, c'est rien. Non, mais c'est rien. Et en fait, on appelle ça des petits gestes pour la planète, mais tout est dans le nom. C'est des petits gestes qui ont des toutes petites actions qui franchement ne servent à rien. Le coup de gueule du soir. Mais non, mais c'est vrai, mais ça sert à rien. Par contre, je pense qu'il faut dissocier les petits gestes pour la planète de l'action individuelle. Les petits gestes, ils ne servent à rien. Par contre, l'action individuelle, elle est importante. Éteindre la lumière quand on sort d'une pièce, ça sert à rien. Par contre, manger moins de viande, là, ça sert énormément. Il faut avoir ces ordres de grandeur en tête et se dire ça pollue combien. Là, on parle vraiment de pollution, de CO2 équivalent et tout. C'est important de préciser. Mais c'est vrai que beaucoup trop de gens se cachent derrière le fait que moi, j'éteins ma lumière quand je pars de chez moi. Donc déjà, c'est logique. Je suis désolé, mais c'est même pas un argument. En mode d'où tu utilises ça pour te justifier que t'es écolo. Mais oui, en fait, Lucas a raison. Et c'est pour ça que je vous invite à aller écouter son podcast. C'est parce qu'il se rend compte justement des échelles de valeur. Il se rend compte de l'importance et des conséquences qu'ont ces actions et que du coup tes efforts en fait tu vas pas en mettre beaucoup dans ta vie quotidienne, c'est déjà trop compliqué, donc en fait tu vas devoir cibler un peu tes efforts pour pas t'épuiser. Et ça je pense que c'est un peu une morale que moi j'ai sortie de ton podcast. C'est très important, tu vois, où effectivement le zéro déchet c'est ultra contraignant pour, comme on l'a dit, relativement peu de gains carbone. Et même après sur un bilan écologique je suis vraiment pas sûr que ce soit... Je me rends pas compte. Ça faut voir les chiffres. Mais oui, de toute façon, par rapport à d'autres trucs, c'est minoritaire. Voilà, alors que par contre, effectivement, si tu as une chaudière au fioul et que tu passes à une pompe à chaleur, si tu isoles ton logement, si tu manges moins de viande, si tu ne prends plus de voiture, si tu prends plus l'avion, enfin, ces actions individuelles-là, elles ont du sens et elles ont vraiment du poids. Par contre, éteindre ta lumière quand tu sors d'une pièce. Alors, c'est bien, mais bon. Stéphane nous dit que ça sert à diminuer la facture d'électricité. Mais même pas. Si, on voit quand même, moi, je pense. Mais tu laisses la lumière allumée pendant 1 an, là.
Oui, pendant un an, mais franchement, c'est non, mais en termes de CO2 équivalence, c'est rien. Par contre, en vrai, c'est très peu, et on le voit, tu vois, sur les trucs là du gouvernement et avec ces risques de pénurie d'électricité. T'en penses quoi justement de cette campagne de la part du gouvernement? Tu penses que c'est une bonne chose? De toute façon, tout est bon à prendre, ouais, clair. Tout est bon à prendre, et la situation imposée, est-ce que... moi, je trouve qu'il y a un côté positif, c'est que du coup, le mot sobriété, il s'est un peu imposé dans le débat. Mais donc ça, déjà, c'est bien. C'est un peu le problème, du coup, quand on parle d'écologie, maintenant, on parle énergie et sobriété. Ouais, voilà, il faut pas réduire effectivement qu'à ça. Bon, mais ça, c'est un autre débat. Mais c'était pas mal aussi parce que... Enfin, il y a quelques écueils à cette campagne parce que justement, on nous a dit, éteignez bien la lumière. Frère, la lumière, en fait, c'est peanuts. Par contre, t'as des trucs genre les sèche-linges et tout qui consomment, effectivement, beaucoup. Justement, on va pouvoir passer, il est à 19h02, on va passer à un petit jeu justement pour se rendre compte des échelles de grandeur de nos actions du quotidien, quelles conséquences ça a sur notre empreinte carbone. Et j'ai préparé un petit jeu avec, ça s'appelle le carbonomètre. Je vous ai montré les petites cartes tout à l'heure, je vous le montre à la caméra. Et c'est un très bon jeu et je vous le conseille parce que ça va vous permettre de vous rendre compte de vos actions et de leur échelle. Et d'ailleurs, pour ça, alors en plus de ce carbonomètre, mais encore une fois, l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, fait des choses très très bien. Donc déjà sur nosgestesclimat.fr pour calculer son empreinte, j'ai mis le lien un peu plus haut, il y a ces ordres de grandeur là. Mais ils ont aussi fait plein de choses je crois que ça s'appelle impact CO2. Et ils ont fait ça sur l'alimentation, sur les transports. Et donc vraiment, ça permet de voir, ça compare, tu vois, typiquement sur les transports. Le vélo, la voiture électrique, la voiture, l'avion, etc. De voir combien ça pollue, c'est super bien. Mais c'est hyper important et comme ça, vous n'allez pas perdre, entre guillemets, votre temps à faire des efforts là où ça vaut pas la peine. Où ça vaut parfois pas la peine. On joue, c'est parti, on va commencer avec 2 cartes. J'aime jouer, mais j'aime pas perdre, attention, faut que je sois bon. Là, normalement, avec tout ce que tu as fait et avec tout ce qu'on a parlé pendant 1 heure, je pense que ça va aller. On va commencer très facile, avec 2 cartes qui sont 2 allers-retours, dont un en avion et un en voiture avec 2 personnes dedans. Dites-vous, vous pouvez aussi jouer avec nous et dans le chat, dites-moi quel est le plus polluant entre eux deux. On commence très facile, soyons clairs. L'avion, la voiture. L'avion, la voiture, voilà. Je dirais que l'avion pollue plus que la voiture. Mais c'est quand même un aller, c'est pas un long courrier, c'est un court courrier. C'est un Paris-Toulouse. Ouais, c'est un Paris-Toulouse, donc on connaît aussi. Je dis pas ça pour influencer, mais. Non, mais c'est l'avion qui pollue plus. Est-ce que tu penses connaître l'échelle à peu près de grandeur, la différence en tonnes de CO2 entre la voiture et l'avion? Non. Sur un court courrier comme ça. Un court courrier comme ça, je n'ai pas, mais en plus, pour l'avion, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est les traînées. Il n'y a pas que le kérosène qu'on crame, il y a les traînées et tout, donc en vrai, c'est assez conséquent. C'est ça, oui, et surtout l'avion au décollage, ça consomme un max, donc plus c'est court, pire c'est. Oui et non, entre guillemets, moi aussi, je pensais ça, que dans le sens où ce qui pollue plus dans l'avion, c'est le décollage et l'atterrissage, mais après, un long courrier, c'est quand même beaucoup plus polluant qu'un court courrier. On va le voir. Oui, bien sûr. Un aller-retour Paris-Toulouse en voiture avec 2 personnes dedans, c'est 130 kg de CO2 équivalent. Oui, donc l'avion c'est beaucoup plus. Et donc l'avion, c'est 303 tonnes. Donc c'est presque 3 fois plus. Voilà, quand vous allez du coup à Toulouse, c'est 3 fois plus polluant d'y aller en avion que d'y aller en voiture avec 2 personnes. Donc il précise 2 parce qu'il voulait justement apporter ce sujet-là. Le covoiturage, qui est très important. Dans une voiture, vous pouvez mettre 4 personnes. Si vous faites un trajet Paris-Toulouse, je vous invite à faire du covoiturage. Ça va baisser votre empreinte carbone. Tout à fait. On va passer. Ou sinon d'y aller en train. Oui, c'est vrai que du coup, j'ai pas mis le train. Ça baisse encore plus l'empreinte carbone. Ça baisse, c'est vraiment très très efficace. Enfin, rapporté au kilomètre, oui, voilà, forcément 7000 km c'est pire que 700 km. C'est vrai que petite nuance importante. Oui. On va passer du coup au sujet de l'alimentation. Nous avons un repas végétarien par jour pendant 1 an. C'est très bien. Nous avons un repas par jour avec du bœuf. Ça, c'est très mal. Pendant 1 an. Et nous avons un repas par jour avec du poulet pendant 1 an. Ça, c'est moins pire. Ça, c'est le moins pire. Donc, il a déjà tout donné. Du coup, personne ne peut jouer. Ah merde, pardon. Oui, c'est ça. Là, tu donnes déjà les indices. Vas-y, je me tais. Non, mais du coup, ça peut être intéressant. C'est quoi, du coup? Bon, du plus faible au plus petit, j'ai bien compris. C'est donc ce qui a le moins d'émissions de gaz à effet de serre, c'est le repas végé. Après, le repas avec du poulet. Et ensuite, le repas avec du bœuf, mais sans commune mesure pour le coup. Ça, c'est très important. En fait, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, l'empreinte carbone du bœuf, elle est très très forte à cause du méthane des ruminants. Le poulet n'est pas un ruminant, donc n'émet pas de méthane, mais son alimentation, la production, etc., génère quand même pas mal de gaz à effet de serre. Et dans le repas végétarien, tu n'as pas de viande. Tu as potentiellement un peu de fromage ou des œufs.
enfin des produits d'origine animale, donc qui ont quand même, il faut pas le cacher, un impact un petit peu supérieur comparé à des légumes par exemple, mais qui est quand même bien inférieur à de la viande. Bah, on peut voir justement les différences de... On va commencer avec le végétarien qui est 186 kg de CO2 équivalent par an. Il y a un petit texte juste derrière qui dit que les engrais utilisés dans l'agriculture aujourd'hui émettent du protoxyde d'azote, un puissant gaz à effet de serre. C'est pour ça que c'est pas non plus... C'est pas zéro. C'est pas zéro, en fait. Mais par contre, ça on l'a pas dit et c'est assez important de le dire, être écolo justement, c'est pas être parfait parce qu'en fait on n'a pas besoin d'émettre zéro. Déjà, c'est pas possible parce que rien qu'en respirant, tu émets des trucs. On peut en fait émettre jusqu'à 2 tonnes en fait par an. Le truc, enfin, je prenais une bière avec des amis il y a pas longtemps, et il me dit ça, mec il est écolo, il se commande une bière. Ouais, et je dis bah oui. Classique. En fait, tu peux vivre. On peut vivre en étant écolo. On a un permis à polluer, tu vois, entre guillemets. Donc c'est important aussi de dire qu'il ne faut pas polluer zéro. C'est ça, et surtout qu'on ne se rend pas compte, mais là on parle beaucoup de changement d'habitude, de changement du quotidien en mettant en place des actions très concrètes, mais c'est pas forcément des contraintes. On n'a pas forcément abordé, on pourrait en parler encore pendant des heures mais c'est qu'en fait c'était aussi une bonne expérience, une bonne aventure qui n'a pas été que des contraintes que des moments compliqués. De toute façon le truc c'est que pour réussir sa transition, il faut pas que ce soit que des sacrifices. Si c'est une succession de sacrifices, bah malheureusement tu vas pas y arriver, enfin c'est impossible. Donc voilà, il faut que ça se passe bien, il faut faire en sorte que ça se passe bien, c'est ce que je dis, il faut que ce soit durable, donc il faut y aller progressivement, faut se mouiller la nuque, faut y aller gentiment pour réussir sur le long terme. On continue avec donc 186 kg de CO2 équivalent. Ensuite, on a 492, donc là c'est presque 3 fois plus, même 4 fois plus, avec le poulet pendant 1 an. Et on part après avec le bœuf, mais c'est incroyable quand tu vois la différence. 492 pour un repas par jour avec du poulet, 2291 avec du bœuf. C'est bien supérieur. Et quand vous expliquez justement de cibler vos efforts, ça c'est un bon effort. C'est un très bon effort. Vous enlevez votre viande, vous l'enlevez que la viande rouge si vraiment vous n'y arrivez pas. Et vous laissez le poulet. Si vous prenez en compte que bien sûr le CO2 et vous prenez pas forcément en compte le bien-être animal et d'autres critères. Voilà, il faut jauger ses efforts. Exactement. Il en reste plus que 2. Allez. Là, on passe au transport. On a du coup 10 km par jour avec différents moyens de transport. On a du coup la voiture électrique pendant 1 an. On a le vélo aussi pendant 1 an. On a la voiture pendant 1 an, le bus et le tramway. Là, ça devient un peu plus compliqué. Bon, déjà, le truc qui pollue le moins, c'est assez facile, c'est le vélo. Ok. Tu penses que c'est combien de kilos CO2 équivalent par an ? C'est rien du tout. Franchement, c'est rien. T'as la construction du... Non, mais t'as la construction du vélo, mais enfin, c'est tout. Enfin, vraiment... C'est 1. Ouais, voilà. Voilà, 1. Là, pendant 1 kg de CO2 pendant 1 an, là, si vous faites 10 km de vélo par jour, ça va vous coûter, dans votre empreinte carbone, 1 kg de CO2. Ensuite, on a la voiture électrique, la voiture, le bus, le tramway. C'est qui que tu mets en deuxième place ? Moi, je mettrais le tramway après. Ok, le tramway. Ouais. Pourquoi ? Je mettrais le tramway parce que transport collectif qui avance à l'électricité, on a une électricité qui est peu carbonée en France. Ok. Donc je mettrais le tramway en 2. C'est une bonne réponse. 11. Yes. Ça reste très bas, hein, le tramway. Ouais, c'est bien le tramway. Ouais, 11. Le tramway, c'est bien. Il ne reste plus que 3. Le bus, la voiture et la voiture électrique. On est sur un bus classique, on n'est pas sur un bus électrique. Hein. On est sur des bus tout à fait classiques, parce monsieur. Que, putain, si c'était électrique, ça aurait été très facile. Non. Je vais quand même mettre le bus après en 3. Parce que transport en commun, même si c'est de l'essence dedans, que c'est pour l'instant, je laisse fossile. Je laisse là, on va les dévoiler les 3 à la fin. Il reste la voiture électrique et la voiture. Après voiture électrique et ensuite voiture. Non, du coup, comme ça, pardon. Voilà, je pense. On a Stéphane qui nous dit, et la marche à pied alors ? Je ne l'ai pas dit parce que 10 km par jour à pied, ça commence à faire beaucoup. J'en fais 5 km aller-retour pour aller au taf. En plus, ça serait un peu pénible. Et plus, ça serait un peu pénible. Bah oui, 10 km par jour, ça fait combien d'heures de... c'est beaucoup, hein. Je sais pas, mais c'est bien. Mais après, c'est bien. En vrai, mais après, on parle donc beaucoup de CO2, mais il y a aussi un impact sur la santé. En fait, il y a tellement d'autres critères. L'écologie, il faut pas la limiter au CO2. Ouais. Bon, alors après, ça dépend aussi, parce que pour contenir ton éco-anxiété, c'est aussi des fois pas mal de juste se limiter au CO2. C'est vrai que... Tu vois, genre là, moi, je suis en train de mettre un pied dans la biodiversité. Les chiffres, j'ai fait un live sur ce sujet-là, c'est horrible. C'est compliqué. Donc c'est pour ça aussi que moi, volontairement, je me mets des espèces d'œillères. Ok. Non, mais en vrai, je comprends. Enfin, pour y aller, encore une fois, pour y aller progressif, parce que si je prends tout en compte d'un coup, c'est pas possible. Il y a l'environnement, ça touche tous les sujets.
toutes les thématiques, ça touche à tout. Donc, et il y a beaucoup de choses à faire. On a vraiment construit une société sur pas des bases qui prennent en compte les critères écologiques. Non. Donc, voilà. On a Stéphane qui nous dit 2 heures. Je mets 2 fois une demi-heure pour 5 km. En vrai, 2 heures de marche par jour, c'est énorme. Après, s'il fait 2 fois une demi-heure, est-ce que ça fait pas une heure? Ouais. Peut-être une énigme. Je suis pas un grand mathématicien, mais... Pas mal. Je l'ai pas vu venir. Oui, j'ai envie de savoir si j'ai juste ou pas. Pardon, vas-y, on passe. Tramway, 471. On a déjà un gros cap. Hein. Non, du coup, là, pardon. Pas le tramway, le bus. Le bus. Du coup, on passe du tramway au bus et il y a quand même... 471 kilos par an, ok. Voilà, on passe de 11 kilos avec le tramway à 471 kilos avec le bus. Donc, c'est quand même pas négligeable. Ouais, c'est pas mal. La mal, différence, c'est quand même énorme. Un petit peu moins. Ils nous disent pourquoi ils disent l'impact d'un trajet en autobus varie en fonction du nombre de passagers. Ouais, bien sûr. Lorsqu'il est plein, l'impact carbone du déplacement par passager est faible, mais dans une journée, il arrive souvent qu'un bus ne soit pas rempli. Ainsi, en moyenne, son impact est relativement important. Je ne savais pas non plus. C'est assez intéressant. Ouais. C'est vrai mais c'est pour ça qu'il faut aussi électrifier les bus. Parce que du coup, voilà, ce sera plus simple. On passe du coup à la voiture électrique qui est à 376, la première erreur. Ah ouais. La première erreur. Ouais. Ouais. Il y a pas écrit pour avec combien de personnes. Ouais, après voilà, il y a ça aussi. Ça c'est bien. Il le précise du coup dans l'autre carte, mais là il précise pas. Est-ce que tu covoites et tout? Parce que si t'es tous, en fait, il y a aussi ce truc de se dire, enfin, si t'es tout seul dans une voiture électrique de type SUV. Oui, parce que ça ne sert à rien. Enfin, il y a tellement de choses à dire. Il y a trop de trucs à dire. Il précise un petit truc qui est assez important, c'est que la voiture électrique n'émet pas directement de gaz à effet de serre lorsqu'elle roule. Parce que là, je crois que la phrase, c'est vraiment 10 km par jour en voiture électrique pendant un an. Donc c'est vraiment quand ça roule. Mais par contre, sa fabrication en génère énormément. Ouais. Je sais même qu'il y a des articles qui sont sortis en disant que avec la fabrication et sa durée de vie, c'était aussi polluant qu'une voiture thermique. C'est faux. Ok, bon bah c'est parfait. Heureusement que tu es là pour me contredire. Non, en gros, une voiture de taille genre Clio normale, enfin tu vois une voiture normale pas énorme. Le poids compte beaucoup. Ouais. Le poids compte beaucoup. Tu la rentabilises, je crois, à peu près entre 30 000 et 40 000 km. Mais donc ce qui équivaut à 3 ou 4 ans d'utilisation. Et Bon, normalement 3 à 4 ans ça se fait. Et en fait de mémoire, la moyenne d'utilisation d'une caisse en France c'est genre plus 7-8. Ah. Donc en fait donc c'est pas non plus énorme. Donc, mais tu la rentabilises quand même. Donc la voiture électrique est rentabilisée. Mais par contre, effectivement, il ne faut pas partir du principe de convertir une voiture classique en voiture forcément électrique. Il faut se questionner sur ses usages. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce qu'on a besoin d'une si grosse, etc. Ok. Et on passe du coup à 10 km par jour en voiture pendant un an et nous avons 704. Bon, bah, ça sans surprise. C'est assez prévisible. Mais du coup, il y a un petit entre du coup, le bus et la voiture électrique. À vérifier. Ouais, bah après surtout pour le coup je trouve que après, alors les bus chez moi ils sont très souvent vides. Ouais, mais ça c'est clair. Mais après tu vois cette carte là, je trouve qu'elle Tu penses qu'elle a pas grand intérêt? Bah en fait elle véhicule aussi un mauvais message. Un message Ah oui, de pas utiliser les transports en commun. Ouais. OK. Parce que c'est ça que la voiture parce qu'en fait là justement ils disent mais le bus il est parfois vide. Ouais, sauf qu'en fait si plus personne ne prend sa caisse, le bus va être plein. Et du coup in fine l'empreinte carbone de tes déplacements sera plus faible. De toute façon, ce genre de jeu, on vide des limites, puisque le but, c'est de parler des échelles. Mais oui, voilà, ça nous donne les ordres de grandeur, c'est quand même intéressant. Mais tu as totalement raison, même la voiture implique d'avoir un garage, peut-être aussi, implique d'avoir d'autres infrastructures, comme des routes, comme les bus, mais il y a plein d'autres éléments à prendre en compte quand on parle de transport en commun et quand on parle d'une voiture personnelle. On passe au dernier jeu, avant, à 19h15, n'importe, mais c'est pas grave. J'ai fait un mélange, justement, des 4 catégories, des 4 thématiques. Transport, consommation, alimentation et habitat. On a la 4 différents. On a une ampoule allumée 24h sur 24 pendant un an. On en parlait justement. Très peu, tout à l'heure. De l'utilisation de 2 bouteilles en plastique par jour pendant un an. Très peu aussi. Achat d'une trottinette électrique. Juste l'achat, ça c'est en vrai. Juste l'achat, ça en vrai, c'est pas mal. Et un aller-retour Paris-Toulouse en TGV pour le transport. C'est peu. J'ai pris que des trucs un peu fourbes, je vais pas te mentir. C'était le niveau au-dessus. Voilà, il fallait avoir des pièges. Et là encore, c'est important de dire, là, en vrai, genre sur tout ça, c'est relativement peu en fait de gaz à effet de serre. Donc déjà, je pense que ce qui pollue le plus, c'est l'achat de la trottinette électrique. Donc toi, ça serait le pire, ok. Ouais. Après, j'ai envie de dire potentiellement l'ampoule pendant un an, qui polluerait le plus. Donc en deuxième position, on a ensuite l'aller-retour Paris-Toulouse en TGV et après les 2 bouteilles en plastique. On a Stéphane qui nous dit ampoule, bouteille, train, trottinette.
Ok. Donc, ampoule le pire ou le mieux? Bah non, du coup, le moins. Je pense que là, il va crescendo. Ah, du moins au pire. Ok. Ampoule. Ah, ampoule, il met en premier, lui. Hein. Ouais. Bouteille, train, trottinette. Ok, bah vas-y, allez, on commence du coup par, selon toi, le moins pire. Je te laisse retourner la carte. Le moins pire, donc moi j'avais dit que c'était les bouteilles. 287 kg d'équivalent CO2 par an. Le plastique. Il y a écrit derrière que je pense que c'est la production. Hein. Oui, c'est la production du plastique. Ouais. En vrai, qui est relativement faible, mais évidemment qui a un gros écueil, c'est que le plastique, ça vient du pétrole, généralement. Donc, énergie fossile. De toute façon, tout a un impact. C'est mal. Oui. Transport. Ah putain, 3 kilos. 3 kilos. L'aller-retour Paris-Toulouse en TGV. C'est rien du tout. Voilà. C'est TGV, hein, bien sûr. Ouais. 15 kilos pour l'ampoule. Et la trottinette, 92 kilos. Ok. Le plus polluant, c'est pour ça que je l'ai mise, c'est que c'est les bouteilles en plastique. Ah ouais. Après, 2 bouteilles en plastiques par jour. En vrai, personne ne boit ça. Personne n'utilise 2 bouteilles. En vrai, je pense qu'il y a des gens qui prennent des bouteilles en plastique comme si d'un été, tu vois, comme si c'était normal. Oui. Prennent de bouteilles, ils précisent pas la taille. Mais du coup, dans le pire au mieux, c'est vraiment la bouteille en plastique qui est le pire. Ensuite, l'achat d'une trottinette électrique, puisque du coup, elle utilise des matériaux qui mettent beaucoup de gaz à effet de serre. Logique. L'ampoule allumée, c'est seulement 15. Tu vois, c'est ce que je te disais. On en revient à tout à l'heure. Éteindre sa lumière quand on sort d'une pièce, ça ne sert à rien. On va le voir, le repas végétarien. Vous enlevez 186 kg de CO2 si vous mangez végétarien tous les jours pendant un an. Et c'est un repas. Hein. Un repas. Hein. C'est-à-dire que sur les 3 repas que vous avez, vous mangez juste une fois végétarien. Et si vous laissez votre ampoule, vous allez garder que 15. 15. Voilà. Donc c'est des échelles de grandeur qui sont pour moi très importantes. C'est primordial, ouais. Ça, c'est ça. Et on va se finir là-dessus. On va finir là-dessus. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission. Merci à toi. Merci à l'Académie du Climat de m'avoir t'être déplacé à l'Académie du Climat. Merci à vous de nous avoir suivis. J'avais pas retenu par jour pendant un an pour les bouteilles. Ah oui, bon, c'était l'élément, j'aurais peut-être dû mieux le préciser. Mais voilà, merci de nous avoir suivis. On se retrouve pas la semaine prochaine puisque je suis en vacances. Donc on se retrouve début mars. Et je vous dis pas l'invité, mais c'est aussi un invité un peu spécial. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci à toi, Lucas. Merci. Et bonne soirée à toi aussi. Salut, bonne soirée. Salut. Alors, attends, par contre, j'ai perdu ma souris. Non, c'est bon. Ah non, je l'ai encore perdu. Ah bah voilà, on a un peu de rab. Et voilà, c'est ça, on a un peu de rab. Mais en fait, là, il y a un... Trop bizarre. Ce sont les joies du direct. C'est les joies du direct. Les aléas du direct, comme on disait à la télévision sur le RTF. Tu n'arrives pas à aller sur ton deuxième écran ? Si, c'est bon, j'ai trouvé. Désolé pour ce moment toujours un peu long. Des fois, petite anecdote avant de partir. Allez. J'ai mon premier live, quand j'ai commencé, j'avais oublié de brancher le micro. Ah, donc, yes. Déjà 15 minutes. Peut-être que là, ils nous ont pas entendus. Hein. J'imagine. Et à la fin, j'arrivais pas forcément à trouver comment arrêter le stream. Et pendant 4, 5, c'est long, 4 minutes, 3 minutes. J'étais comme ça. Faut meubler. Faut meubler. Et t'es là en mode, bon bah voilà, juste c'est un problème technique, ça arrive. Voilà, j'ai rien d'autre à vous le dire. J'essaie juste de couper ce live. Donc on va couper ce live. Et je vous dis du coup à dans 2 semaines. Salut. Ciao. Salut.